Partis à l'aventure, à la recherche d'un mieux-être des migrants ivoiriens, une cinquantaine pourront regagner leur pays grâce au chef de l'État Alassane Ouattara. Le président ivoirien leur a affrété un vol à Tunis pour faciliter leur retour. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a regagné Abidjan hier. Il était au Maroc où il a pris part au Forum sino-africain sur l'entrepreneuriat. Selon le chef du gouvernement ivoirien, la mission a été fructueuse. Et le ministère de la fonction publique et de l'administration et de la réforme administrative renforce le contrôle de la présence des fonctionnaires de Côte d'Ivoire à leur poste de travail. Et en sport, démarrage ce samedi de la Ligue 1 de football saison 2015-2016 à Abidjan au stade Robert Champrou. Le match Africa Sport d'Abidjan, Sporting Club du Gagnois, n'a pu se tenir. Bonsoir à tous, merci de nous suivre sur RTI 1. Ajoutez au sommaire de cette édition la page culture. Notre invité est Dr Gonin Gilbert, chef du département d'histoire de l'université Félix Houphouët-Boigny. Avec lui, nous parlerons d'un homme qui aura marqué pendant sa vie le monde des intellectuels, notamment les historiens. Christophe Graba-Wondji, décédé le 1er octobre dernier, était agrégé d'histoire. Il a enseigné à l'université d'Abidjan, membre de l'ASCAD. Il a à son actif plusieurs ouvrages. Sa vie, son parcours, ses ouvrages, nous en parlerons dans quelques instants avec notre invité. Ce sera dans la page culture. Mais avant, intéressons-nous à la COP21, la conférence internationale sur le climat qui s'ouvre demain à Paris. 150 chefs d'État, dont le président ivoirien Alassane Ouattara, prendront part à la conférence. L'accent sera mis sur la lutte contre le réchauffement climatique qui menace la planète. L'objectif est donc d'obtenir des participants un engagement ferme afin de ralentir le réchauffement climatique et le maintenir en dessous de 2 degrés Celsius. Et ajouter qu'en prélude à cette conférence, les marches pour le climat interdites à Paris ont eu lieu aujourd'hui dans plusieurs pays et les citoyens du monde ont parcouru les rues de leur ville pour montrer leur détermination à sauver la planète Terre. Partis à l'aventure, à la recherche d'un mieux-être, des migrants ivoiriens, une cinquantaine pourront regagner leur pays grâce au chef de l'État, Alassane Ouattara. Le président ivoirien leur a affrété un vol à Tunis pour faciliter leur retour. Ces migrants ivoiriens ont dû écourter leur voyage au niveau de la Libye, nous explique Thomas Kissambi. En quittant tôt ce vendredi 27 novembre, Abidjan pour Tunis. Sur ce vol spécialement affrété par l'État de Côte d'Ivoire, Ali Koulibaly, ministre de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'étranger, a une mission. Ramener des Ivoiriens en détresse en provenance de la Libye et en escale en Tunisie. Les ayant trouvés, l'émissaire du président ivoirien a le temps de leur adresser des mots de réconfort avant l'embarquement. Ils sont au total 48 personnes, dont 3 Burkinabés, à qui l'État ivoirien facilite ce retour. À bord de l'appareil, il y a de la communion fraternelle. Mais il y a surtout de la gratitude à exprimer. On allait chercher, ça n'a pas marché, on a demandé des lettres pour rentrer au pays. Bon, je remercie le gouvernement de Côte d'Ivoire et puis je remercie monsieur le président de la République de Côte d'Ivoire. Pour le ministre, cette action a une signification autrement importante. Cette opération rapatriement des Ivoiriens résidant en Libye constitue la matérialisation d'un engagement que le président de la République a pris à l'occasion du forum destiné à la diaspora ivoirienne. Il nous revenait en tant que ministère en charge des Ivoiriens de l'extérieur de traduire dans les faits la parole présidentielle. Une fois sur le sol ivoirien, ces candidats à l'immigration, gagnés aujourd'hui par la désillusion, peuvent se rendre compte du prix qu'ils ont aux yeux de la mère patrie. Accueillis par la ministre de la Solidarité, ces Ivoiriens qui retournent ainsi au bercail sont assurés d'un accompagnement en vue de leur réinsertion sociale et professionnelle. La question de l'immigration illégale, la désillusion des migrants après le voyage, le rêve brisé des migrants, notamment les Ivoiriens venus de la Libye, Thomas Kissambi nous en parlera dans nos prochaines éditions.
Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a regagné Abidjan hier. Il était au Maroc où il a pris part au Forum sino-africain sur l'entrepreneuriat. C'est un forum d'échange, de savoir-faire et de technologie. Et selon le chef du gouvernement ivoirien, la mission a été fructueuse. Voyons cela avec notre reporter Abou Sanogo. Parti représenter le président de la République Alassane Ouattara à la première édition du sommet des entrepreneurs sino-africains de Marrakech au Maroc les 26 et 27 novembre dernier, à l'invitation du roi Mohamed VI, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a regagné Abidjan. Pendant son séjour marocain, le chef du gouvernement a participé au panel portant sur le thème Afrique-Chine, le nouveau paradigme, aux côtés de l'ancien Premier ministre français Dominique de Villepin. Daniel Kablan-Duncan a également eu plusieurs rencontres avec des partenaires marocains. Le forum s'est bien passé. Nous avons rencontré au moins une dizaine d'entreprises chinoises qui sont intéressées par le secteur pétrolier, le secteur des mines, le secteur donc des constructions, disons que immobilières. Ce sont des entreprises qui comptent venir ici, soit à la fin de l'année, soit au début donc, de l'année prochaine. La Côte d'Ivoire est retenue au niveau donc, des pays qui vont travailler à la pérennisation et à l'amélioration d'un tel sommet. Le sommet des entrepreneurs sino-africains a rassemblé à Marrakech plus de 400 participants, dont des chefs d'entreprise, des financiers et des décideurs de premier rang. Et sur place au Maroc, le Premier ministre ivoirien a présenté les opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire. C'était lors de son intervention au Forum sino-africain. Le reportage de notre envoyé spécial Gabriel Zani. Le sommet sino-africain des entrepreneurs SAES 2015 se veut une refondation de la politique chinoise à l'égard de l'Afrique. Et juste après l'ouverture du forum, des experts dont le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan et bien d'autres personnalités sont intervenus à tour de rôle sur le thème Afrique-Chine, nouveau paradigme, pour proposer des pistes de réflexion sur les aspects à mettre en avant dans les relations sino-africaines. D'abord, la disponibilité donc, des ressources minérales, les ressources naturelles, qui sont donc très importantes au niveau de l'Afrique d'une part, mais aussi, surtout, c'est le capital humain qui est en devenir actuellement. Nous avons une population qui est jeune, qui a beaucoup de capacités et qui est en train d'être formée et qui devait donc offrir, disons que, des possibilités au niveau donc, de nos partenaires. Une série de conférences est également programmée autour des politiques économiques et des environnements opérationnels chinois et africains. Et pendant que le royaume chérifien prône la coopération sud-sud et demande l'établissement de partenariats triangulaires Chine, Maroc, Afrique, Dominique de Villepin, l'ancien Premier ministre français, préconise l'accompagnement des politiques africaines. Tout le travail consiste à faire en sorte que chaque entreprise, chaque organisme puisse travailler en bonne intelligence avec le meilleur partenaire possible et évite ainsi un certain nombre d'erreurs, de choix, de stratégies. Faire des choix stratégiques en définissant ses priorités, c'est ce qui doit guider tous ces entrepreneurs africains durant 2 jours au cours de ce forum. Ici en Côte d'Ivoire, hier devant les députés de la Commission des relations extérieures, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, a défendu 11 projets de loi. Ces projets ont tous été adoptés. Il s'agit entre autres du projet de loi autorisant le président de la République à ratifier la Convention sur le travail de nuit, celui portant sur l'interdiction des armes biologiques. On en sait plus avec Hamza Diaby. Ce vendredi, à l'Assemblée nationale, le ministre d'État Charles Kofi Dibi, accompagné du ministre chargé de la Défense Paul Kofi Kofi, est venu défendre 11 projets de loi, notamment ceux autorisant le président de la République à ratifier la Convention numéro 187 sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, la Charte africaine sur les valeurs et les principes du service public et de l'administration, le protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac, puis le protocole additionnel à l'accord entre la Côte d'Ivoire et l'AIEA relatif à l'application de garanties dans le cadre du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires. Tous ont été adoptés. Cela est très important parce que lorsque nous ratifions nos textes, cela atteste de la gouvernance crédible qui existe dans notre pays. Cette gouvernance crédible est le jeu, je dirais, politique, démocratique qui existe dans notre pays. Le pouvoir législatif joue son rôle,
le pouvoir exécutif joue son rôle, le pouvoir judiciaire joue son rôle. Et c'est cela qui procure beaucoup de respect au niveau international. Charles Kofi Dibi ajoute que c'est un gain énorme pour la Côte d'Ivoire. Le président de la Commission des relations extérieures du Parlement ne dit pas autre chose. Sa commission est fière d'avoir joué son rôle. Charles Kofi Dibi et Paul Kofi Kofi peuvent donc s'en aller, heureux d'avoir pu accomplir leur mission. Et on en arrive à l'un des titres de cette édition. Le ministère de la fonction publique et de la réforme administrative renforce le contrôle de la présence des fonctionnaires de Côte d'Ivoire à leur poste de travail. On en sait plus avec Doua Delazer. 7h30, c'est l'heure à laquelle les fonctionnaires et agents de l'État doivent désormais être à leur poste de travail. Le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative leur demande de se conformer aux horaires de travail réglementaires en vigueur, à savoir le matin, 7h30, midi 30, l'après-midi, 13h30 à 16h30. En appel au sens civique des fonctionnaires et agents de l'État. Des contrôles inopinés sont prévus dans les administrations et les services publics pour veiller au respect de ces dispositions prises par le ministère de la fonction publique et de la réforme administrative dans les mois à venir. Mais avant, une vaste campagne de communication devra se faire dans la presse écrite et celle de l'audiovisuel pour la sensibilisation des fonctionnaires et agents de l'État. Des experts de la finance invitent les Ivoiriens à valoriser leur épargne sur le marché financier ouest-africain. L'appel a été lancé lors des festivités annuelles de la structure financière EIC Corporation. C'est une plateforme d'éducation financière et de finances alternatives qui promeut notamment la culture de l'investissement en bourse. Paul Kouadio, Abou Sanogo signe ce reportage pour vous. Pour les festivités annuelles de l'organisation financière EIC Corporation, la question de la mobilisation des finances pour le développement des structures publiques et privées a eu une place de choix. Comme réponse à cette préoccupation, les experts de la finance invitent les particuliers et entreprises à valoriser leur épargne sur le marché financier et à intégrer des clubs d'investissement. Dans les pays développés, les financements se font pour la plupart sur la bourse. La banque existe, c'est vrai, mais un des outils puissants pour que les entreprises puissent se développer, c'est par la bourse en fait. C'est l'intérêt de la manifestation de ce jour. Relever le taux d'épargne et d'investissement national à travers la démultiplication des clubs d'investissement, faire en sorte que les Ivoiriens se familiarisent à l'épargne financière, se l'approprient, créer des richesses et permettre aussi à l'État en face, aux entreprises nationales, de grandir. Cette plateforme d'éducation financière et de finances alternatives s'engage à promouvoir l'actionnariat populaire et à rechercher des financements pour les jeunes entreprises innovantes à fort potentiel de croissance. Et ce, à travers un réseau de clubs d'investissement. Notre engagement, c'est amener les Ivoiriens à adopter la culture d'investissement à travers les clubs d'investissement. En termes de perspectives et de défis pour nous, c'est maintenant tenter d'entrer dans le secteur beaucoup plus précis de l'économie, aussi faire davantage la promotion de cette culture dans les endroits très reculés. L'État de Côte d'Ivoire a été présenté par les experts comme exemple en matière d'investissement sur le marché financier. De septembre 1998 à ce jour, la Côte d'Ivoire a émis plus d'une quinzaine d'emprunts obligataires sur le marché de la bourse régionale des valeurs mobilières. Le Trésor public dispose de 9 lignes obligataires. Mieux, le pays s'est positionné sur les marchés financiers internationaux avec l'émission de 2 eurobonds. Abidjan vient d'abriter la première édition de la journée prospective du régulateur. Le thème retenu, Internet des objets, gouvernance, modèle économique, applications et réseaux futurs. C'est une initiative de l'autorité de régulation des télécommunications de Côte d'Ivoire et les professionnels de la communication. L'objectif est de vulgariser l'utilisation d'Internet au-delà de ses canaux habituels. Félix Amani, Franco Kouadio. Comment organiser l'utilisation d'Internet avec les objets physiques du monde réel, tels les thermostats, les moniteurs cardiaques, les pneumatiques, les routes, les rayons de supermarché. La première édition de la journée prospective du régulateur apporte une réponse à cette question.
Une plateforme pour les professionnels de la télécommunication qui a été une occasion d'échange et de réflexion sur la régulation du projet révolutionnaire qu'est Internet des objets. Avant, c'était plutôt les ordinateurs qui étaient connectés. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de smartphones. Vous avez vu qu'en Côte d'Ivoire, nous avons aujourd'hui près de 8 millions d'objets, ou bien plutôt d'Internet en abonnés. Et ces abonnés-là, près de 8 millions, ils sont mobiles près de 7,8 millions. Et ils se connectent, ils donnent des instructions à partir de leur smartphone. Pour les professionnels de la télécommunication, Internet des objets, un marché potentiel qui leur permettra de diversifier leurs offres de services. On a intérêt de participer à cette prospective et celui-là, d'anticiper les mouvements, de s'aligner avec la régulation et de pouvoir continuer à développer le marché ivoirien pour le bonheur de tous. Il y a bien sûr des opportunités de marché, comme je vous disais, en termes de réseau, d'infrastructure réseau pour pouvoir transporter toutes ces informations, en termes de sécurisation et de management, parce que tous ces objets connectés, il va falloir les manager. Le marché de l'Internet des objets, une mobilisation autour de ce projet et comment le réglementer. Ces 3 sous-thèmes ont animé cette première édition de la journée prospective du régulateur. Des enseignants recrutés pour enseigner dans les collèges de proximité ont été présentés officiellement hier par la ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. Avec ce recrutement, le ministère entend rapprocher les élèves de leur lieu d'habitation et désengorger les établissements déjà existants. Ils sont 1416, dont 941 enseignants et 475 encadreurs stagiaires qui viennent d'être officiellement présentés. Après une formation théorique d'une année à l'école normale supérieure ENS, ils vont être affectés dans les 86 collèges de proximité appelés à ouvrir dès le 1er décembre prochain sur l'ensemble du territoire national. Ce projet de collège de proximité, selon la ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, vise à rapprocher les élèves de leurs lieux d'habitation et aussi à désengorger les établissements existants. Il s'agit généralement d'un établissement scolaire de petite taille, à base de soit 8 classes accueillant 10 professeurs bivalents et environ 400 élèves de la classe de 6e à la classe de 3e. Avec ces collèges de proximité, l'enseignement secondaire n'est plus réservé aux grandes villes où les élèves éprouvent des difficultés pour se trouver des tuteurs. Le collège rejoint désormais les enfants dans leur milieu rural. La particularité des enseignants recrutés dans le cadre du projet des collèges de proximité est la bivalence, c'est-à-dire ils vont enseigner au moins 2 matières. Nous sommes prêts parce que nous avons suivi la formation. Nous avons été à l'INGS, ça n'a pas été facile du fait de notre âge et ça nous a surpris, mais tout de même la formation s'est bien passée. Nous sommes prêts et nous pensons donner le mieux de nous-mêmes sur le terrain. Venu apporter son soutien à son collègue du gouvernement, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique invite les enseignants au sens de la responsabilité. Il faut qu'on arrête ce jeu funeste qui consiste à prendre l'école de Côte d'Ivoire en otage. Si nos prédécesseurs, nos maîtres avaient pris l'école en otage, nous ne serons pas ce que nous sommes aujourd'hui. Pourquoi à notre tour nous voulons prendre l'école en otage? Pour cette première phase, c'est seulement les classes de 6e qui seront ouvertes. Les années à venir, les autres classes, c'est-à-dire la 5e et la 4e, suivront progressivement pour atteindre la classe de 3e en 2019. Reportage réalisé par Herman Niamien. Des baraques, des fumoirs détruits, une importante quantité de drogue saisie et des individus interpellés. C'est le bilan de l'opération menée conjointement par le commissariat de police du 35e arrondissement de la Riviera Palmeraie et la gendarmerie nationale dans un quartier précaire de la commune de Cocody. L'opération se poursuit et elle vise à lutter contre la criminalité. Abou Sanogo. L'opération de démantèlement de fumoirs et de destruction d'endroits à risque dans le district d'Abidjan se poursuit. Bananikro, gros bidonville situé à la Riviera Palmeraie dans la commune de Cocody, zone criminogène. Sous ces manguiers peints aux couleurs rouge, jaune et vert, l'on fabrique, consomme et vend de la drogue à plein temps. Et juste à côté, des baraques fumoirs.
Aujourd'hui, ce site n'existe plus. Il est passé au peigne fin par la machine. Une descente des hommes de la police du 35e arrondissement de la Riviera Palmiro, de la gendarmerie nationale, des services techniques de la mairie de Cocody et de la police municipale de cette commune, conduit par le commissaire Simon Digbe, a permis la destruction d'une centaine de baraques fumoirs, la saisie de plusieurs cachets de cannabis et l'interpellation d'une quarantaine d'individus. Nous sommes là pour donc démolir d'abord des fumoirs et aux alentours de ces fumoirs-là, des baraques qui servent de gîtes à tous ceux qui fréquentent les fumoirs, qui sont en réalité des lieux où des bandits de grand chemin se cachent, viennent s'approvisionner en drogue et par la suite s'attaquent à des honnêtes citoyens et donc font grandir l'insécurité à la rivière Palmeraie. Et nous n'allons pas donc baisser la garde, nous allons donc les traquer jusqu'à ce que la zone soit véritablement pacifiée et débarrassée de tous ces bandits de grand chemin. L'opération vise à lutter contre la criminalité et le grand banditisme. Elle s'inscrit dans le cadre de l'opération Brisa Pesante et se poursuivra dans les autres communes du district d'Abidjan. Voilà, c'était un reportage de Kader Ouattara et d'Abou Sanogo. Le ministère des Eaux et Forêts vient d'initier un atelier de renforcement des capacités des services déconcentrés à la gestion des conflits hommes-faune sauvage. Le but, analyser les causes des conflits, évaluer les impacts environnementaux et sociaux de ces conflits afin de trouver des réponses. Le reportage d'Herman Niamier. Les incidents hommes-faune sauvage sont récurrents en Côte d'Ivoire. L'on se souvient encore en 2014 à Daloa de l'incident né entre la population et un troupeau d'éléphants. Bilan 2 morts et des blessés au sein de la population et plusieurs plantations détruites. Récemment encore, dans le mois de septembre, ce troupeau transféré dans un parc national s'est retrouvé dans la localité de Sikensi, détruisant plusieurs plantations. Le ministère des Eaux et Forêts veut mettre fin à ces incidents à répétition. Un séminaire est donc initié au profit des agents du ministère, des préfectures et autres structures afin de les outiller pour leur permettre de mieux faire face à cette situation. Nos attentes sont qu'au sortir d'ici, nous ayons pu identifier par rapport aux différentes catégories d'animaux qui sont concernés, par rapport aux différentes zones écologiques qui sont concernées, quelles sont les approches pratiques qu'on peut pouvoir adopter pour éviter effectivement ces conflits homme-faune, soit qui se soldent souvent par la mort des animaux, ou alors par la destruction massive de plantations. Selon Doplé Soro, la destruction des habitats naturels de la faune sauvage a accru les interactions entre les hommes et la faune et créé les incidents homme-faune sauvage. À ce jour, selon lui, il ne reste plus que des lambeaux de forêt et de savanes en guise d'habitat pour la faune sauvage. Pourtant, certains animaux comme l'éléphant et le buffle ont besoin de vastes superficies naturelles pour combler leurs énormes besoins alimentaires. Conséquence, chaque année, l'on enregistre une dizaine d'incidents qui ont de sérieuses répercussions sur la sécurité des populations rurales et sur la suivi des animaux. Pourtant, il n'existe pas de mécanisme d'indemnisation ou de compensation pour ces pertes subites, ce qui favorise davantage l'hostilité des populations envers les animaux sauvages et les agents forestiers. Les Burkinabés sont appelés aux urnes demain, dimanche 29 novembre, pour élire leur président et députés. En marge de ces scrutins, notre envoyé spécial s'est intéressé aux Ivoiriens vivant dans le pays. Comment vit donc la diaspora ivoirienne à Ouagadougou? Élément de réponse avec Alexis Ouedraogo. Madame Dali est ivoirienne. Depuis plus de 5 années, elle est installée dans la capitale burkinabé Ouagadougou. Ce matin, nous la rencontrons à l'ambassade de Côte d'Ivoire au Burkina. Je suis là pour le dossier de mon petit, juste pour remplir ces dossiers pour une carte consulaire. Son fils est inscrit en classe de terminale. Cette année, il doit passer le baccalauréat. Il a donc besoin d'une carte consulaire. Ambiance cordiale, le personnel de l'ambassade s'attelle à répondre aux attentes des visiteurs. Entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, il y a une très forte coopération. Sur l'année 2013-2014, les exportations ivoiriennes vers le Burkina ont atteint 239 milliards de francs CFA. Ce sont 2 pays, disons, liés par l'histoire, mais aussi par la géographie. Voilà. Et donc, à ce titre, vous voyez que la Côte d'Ivoire reste, vous voulez, le débouché vers la mer de l'Interland, c'est-à-dire Burkina et le Niger que nous couvrons. Des Ivoiriens à Ouagadougou, il y en a dans tous les secteurs d'activité.
Joël est esthéticienne. Il y a 12 ans, elle est tombée sous le charme de la capitale burkinabé. En Afrique, le carrefour de la mode, c'est la Côte d'Ivoire. Donc le fait que je sois ivoirienne, que je coiffais et que j'étais aussi esthéticienne, les gens d'ici avaient plus confiance en moi. Donc j'ai pu me faire une place au Burkina. Aujourd'hui assimilée à une burkinabé, elle veut témoigner du charme des relations entre les deux pays. Les gens me considèrent comme une burkinabé. Parce que moi aussi, je les considère comme mes frères. Le Burkina, c'est la même Côte d'Ivoire ici. C'est-à-dire, on a le même esprit. On a le même esprit. Donc je pense que mes frères qui sont en Côte d'Ivoire peuvent considérer toujours le Burkina comme le deuxième pays ivoirien. Comme elle, Camille est étudiante en botanique à l'université de Ouagadougou. Elle raconte son intégration dans le pays à son arrivée pendant la crise qu'a connue la Côte d'Ivoire. C'est surtout la culture du Burkina Faso qui l'a séduite. C'est un pays beau, ouvert et tout le monde est accueillant. Et ils ont beaucoup de cultures africaines qu'ils ont gardées. Contrairement à nous, on a tendance à oublier nos valeurs culturelles. Mais eux, ils ont gardé beaucoup leur culture. Donc c'est encore mieux de venir voir comment ils sont culturellement, comment le pays évolue. Le Burkina Faso figure parmi les 10 premiers clients de la Côte d'Ivoire. Ils sont liés par d'importants projets, notamment l'autoroute Abidjan-Ouagadougou qui devrait passer par Banfora. L'axe Abidjan-Ouagadougou, ces deux peuples, mais un cœur qui bat à l'unisson, des intérêts communs, une force pour la sous-région ouest-africaine, une solidarité à préserver. Au Mali, toujours sur le continent africain, le camp de la mission de l'ONU à Kidal, dans le nord-est du pays, a été attaqué par des hommes armés ce matin. Selon un bilan provisoire, 2 casques bleus de nationalité guinéenne et un civil contractuel ont été tués. De nombreuses personnes ont également été blessées. L'attaque n'a pas encore été revendiquée. Le pape François poursuit sa tournée en Afrique. Après le Kenya, il a mis le cap sur l'Ouganda hier. Ce matin, il a célébré une messe en présence de milliers de fidèles dans un grand parc verdoyant sur le site même où de jeunes chrétiens catholiques et anglicans avaient été brûlés vifs à la fin du 19e siècle. Le pape a exhorté toutes les paroisses d'Afrique à s'ouvrir aux pauvres. Allons maintenant à la découverte de ce métier. C'est un métier peu connu. Il s'agit du métier de fabricant de mannequins en polyester. Ces fabricants des mannequins qui mettent donc en valeur les vêtements de bon nombre de couturiers ou de stylistes. Découverte avec Massokone et Abou Sanogo. Fabricant de mannequins à base de polyester, c'est le métier qu'exerce Marcelin. Un métier peu connu, mais dont les créations ne nous sont pas si étrangères. Il n'est pas rare de voir ces mannequins arborant des tenues vestimentaires dans les vitrines de magasins. Des mannequins devenus presque indispensables dans le domaine de la mode. On utilise les mannequins parce que au moins ça permet de mettre en évidence les habits qu'on vend. Et puis les modèles sont plus vus à travers les mannequins. Avec les mannequins, ça fait plus joli. Au lieu d'accrocher sur les cintres pour mettre en vitrine, on préfère mettre les mannequins. Ça dessine plus les modèles. Et ça donne envie de payer. Il y a d'autres qui sont un peu exigeants. Ils veulent voir de près comment ça est sur un homme bien, comment ça sera sur lui-même. Donc le mannequin sert quelque part aussi à présenter ses vêtements. Fabriqués à base de différentes matières, dont le plastique, le bois et le fer essentiellement importés d'Europe. Ceux fabriqués localement sont faits en polyester. Il y a plusieurs modèles que les clients nous demandent. Par exemple, ça c'est pour les hommes. Ce que je suis en train de fabriquer là, c'est pour les hommes. Ça marche avec costume, des sahariennes, ainsi de suite. On paye des pièces qui sont déjà fabriquées et puis on tire mou dessus. Souvent, nous-mêmes on crée. Ces mannequins sont confectionnés en plusieurs formats, taille, teint, forme, enfant ou adulte, homme ou femme. Souvent, on fait des réparations de bateaux, les moules de balustres, les corbeilles, ainsi de suite. Le polyester est une fibre synthétique obtenue à partir de plusieurs mélanges de produits chimiques et de fibres. Il représente la fibre synthétique la plus produite dans le monde pour différents types de vêtements, en particulier les vêtements de sport et les maillots de bain. L'ASCAD, l'Académie des sciences, des cultures, des arts d'Afrique et des diasporas africaines, offre chaque année des bourses pour soutenir la recherche en Côte d'Ivoire. Les 2 prix de l'édition 2015 ont été attribués à 2 femmes. Il s'agit de Dr Guineb Camara et Gisèle Kwa de l'Université Félix Houphouët-Boigny. Voyons cela avec notre reporter Serge Koléa.
Une bourse de recherche de 6 800 000 francs CFA pour le docteur Yeneb Kamara, botaniste, ethnopharmacologiste à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Cocody, désignée première lauréate de la bourse ASCAD 2015. Les mathématiques portent sur la recherche de plantes qui inhibent la prolifération de Toxoplasma gondii. C'est un parasite responsable d'une maladie qu'on appelle la toxoplasmose. Cette maladie-là, elle est bénigne chez les personnes qui sont en bonne santé. Par contre, chez les femmes enceintes et chez les sujets immunodéprimés comme ceux atteints du VIH-Sida, elle est très grave. Le but de ma recherche est de trouver des plantes qui vont pouvoir tuer ce parasite-là, entre guillemets. Le docteur Koua Aou Yagizel, enseignante-chercheur en sciences des aliments à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Cocody, deuxième lauréate, bénéficie de 4 910 000 francs CFA pour poursuivre elle aussi ses travaux de recherche. Cette année, on peut le dire, la bourse ASCAD se conjugue au féminin. Moi, je viens tout juste de commencer la recherche et j'ai cette possibilité-là de continuer la recherche. C'est vraiment un honneur pour nous, pour moi en tout cas, et pour tout le laboratoire de biotechnologie. L'ASCAD appelle les chercheurs dans tous les domaines de la connaissance à participer à la bourse ASCAD. L'âge limite des postulants passe de 35 ans à 40 ans. Pour le professeur Aïdara Daouda, l'Académie des sciences, des cultures, des arts d'Afrique et les diasporas africaines entend ainsi donner la chance aux universitaires et chercheurs de valoriser leurs recherches. Bienvenue dans la page culture. Commençons avec la dédicace du livre Seconde épouse de Yasmine Agami. Seconde épouse, ce livre est le témoignage d'une vie et d'un destin peu ordinaire de l'auteur. Voyons cela avec Serge Coléa. Publié en 2012, le livre Seconde épouse relate des faits réels vécus par l'auteur. Cet ouvrage de 175 pages est le témoignage de Yasmine Agami sur sa vie. Cette chef d'entreprise de nationalité française a vécu la polygamie avec Izat, homme d'affaires libanais vivant en Côte d'Ivoire. Izat a déjà 3 enfants lorsqu'il épouse Yasmine Agami. De leur union va naître un 4e enfant. 7 mois plus tard, l'homme décède. Commence alors l'enfer pour la seconde épouse. Yasmine est répudiée par sa rivale, interdite d'assister aux obsèques de son époux. L'œuvre revient sur ce passé douloureux tout en dénonçant certaines pratiques. Se dévoiler, se mettre à nu pour un chef d'entreprise. Aujourd'hui, je pense que la cause, elle est trop importante pour ne pas oser dire les choses. Et je pense que ça peut aider aussi pas mal de femmes dans ma situation. Et voilà, ça en vaut les enjeux. Le roman de Yasmine Agami suscite un intérêt auprès des lecteurs, d'autant plus que l'histoire constitue un fait de société. Je suis venue soutenir ma fille, parce que je suivis avec elle très près son combat, et savoir aujourd'hui qu'elle a eu le courage d'écrire, de partager son expérience avec d'autres personnes. Seconde épouse montre aux lecteurs et lectrices les relations parfois conflictuelles dans une famille polygame, surtout lorsqu'il s'agit de succession. La page culture de ce samedi s'intéresse aussi à un homme, Christophe Wongi, agrégé d'histoire, grand intellectuel ivoirien. Il a aussi servi l'UNESCO à Paris, membre de l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et de la diaspora. Il a écrit plusieurs ouvrages. Sa mollesse invide, mais ses nombreux écrits témoigneront toujours pour lui. La vie de Christophe Graba-Wongi, nous en parlons ce soir avec l'un des cadres ivoiriens qu'il a formé. Bonsoir, Dr Goné Gilbert. Bonsoir, madame. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Vous nous avez dit avant ce plateau que Christophe Graba-Wongi vous a impacté. Il a changé la trajectoire de votre vie. Est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus? Oui, hélas, madame, on se doit aujourd'hui de parler de Christophe Wongi au passé. C'est un peu dur, mais c'est ça l'histoire, il faut l'assumer. Effectivement, Christophe Wongi a été mon professeur en licence. Parce que moi, j'ai fait un parcours venant de l'école normale supérieure. Et donc, je suis venu faire la licence à l'université, à l'époque, l'université de Cocody.
Et donc, j'étais destiné à aller enseigner dans les lycées et collèges. Et donc, c'est au cours de cette année, notamment au cours de l'examen que j'étais en train de passer, décelant en moi, je ne sais pas, peut-être une qualité, qu'il m'a dit, écoute, jeune homme, que fais-tu après ta licence si ça marche? J'ai dit, ben, je suis normalien, je retourne à l'école normale supérieure et puis je fais le CAPES pour aller être pour aller sur le terrain. Qu'est-ce qui vous a tout de suite marqué? En fait, c'était un concours de circonstances. C'était au cours d'un examen qui se faisait à l'oral. Et l'étudiante qui m'a précédé avait tiré un sujet qui s'appelait Brazzaville noire. Et visiblement, elle était bloquée par cette question. Et il m'a interpellé. Moi, j'étais dans la salle au fond, en train de rigoler un peu. Et puis, il me dit, jeune homme qui est au fond de la salle en train de rire, peux-tu me parler de Brazzaville noire? Je dis oui. Donc, c'est de là que tout est parti. Voilà, c'est de là que tout est parti. Et du coup, au lieu d'être enseignant dans un lycée ou un collège, ou un collège dans une des villes de Côte d'Ivoire, je me retrouve aujourd'hui enseignant à l'université Félix Houphouët-Boigny et chef du département d'histoire. D'accord. Alors... Et je suis sûr que nous sommes nombreux à avoir été déviés, dont la trajectoire de vie a été déviée par le professeur Christophe Wondji, et nous lui en sommes très reconnaissants. Alors, Christophe Graba-Wondji, malheureusement, a tiré sa révérence le 1er octobre dernier. Hélas. Comment la nouvelle de son décès a-t-elle été accueillie par les historiens? Ça a été une grande tristesse. Une grande tristesse parce qu'aujourd'hui, les enseignants qui animent le département d'histoire sont pour la plupart les anciens étudiants de Christophe Wondji. Il laisse donc un grand vide. Il laisse un grand vide. Que vous allez pouvoir combler, puisqu'il a laissé un grand héritage. Nous espérons pouvoir combler, mais ce n'est pas toujours facile de combler le vide que laisse un grand homme. Parce que Christophe Wondji, c'est un historien émérite et nous allons essayer de faire ce qu'on peut faire. D'accord. On dit de lui qu'il est un homme discret, profond, travailleur, d'une efficacité légendaire. Ça, c'est juste. Et ça vous a inspiré? Et ça, je peux le dire. Un homme méthodique, rigoureux, toujours souriant, mais très rigoureux au travail. D'accord. Et nous allons suivre justement le récit de Sita Soro et poursuivre l'entretien. L'histoire fut sa matière de prédilection. Le professeur Christophe Graba-Wondji, grand historien, s'en est allé le 1er octobre 2015. Cet agrégé d'histoire, membre de l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et de la diaspora ASCAD, a publié plusieurs ouvrages. Sa première œuvre, dénommée Le prophète Harris, Christ noir des lagunes, est publiée en 1975. Puis suivront la côte ouest africaine, du Sénégal à la Côte d'Ivoire, en 1985, l'histoire générale de l'Afrique en 1998 et surtout sa célèbre parution de 1986 intitulée La chanson populaire en Côte d'Ivoire, essai sur l'art de Gabriel Sroulou. Cette dernière œuvre se présente comme une analyse des textes du chanteur Sroulou et une étude de son œuvre et de sa vie. L'ouvrage explore également divers aspects de la chanson ivoirienne, la fonction de la chanson comme expression culturelle, à la fois littérature et musique, les différents chants sacrés dits des esprits et des chants profanes dits d'amusement. Passionné de fait, Christophe Wondji a occupé plusieurs postes de responsabilité depuis 1970, entre autres celui de directeur de projet d'histoire de l'Afrique à l'UNESCO, de directeur du département d'histoire de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan et celui de conseiller spécial du président de la République de Côte d'Ivoire, chargé des institutions internationales. On va s'intéresser à l'un de ses nombreux ouvrages, La Côte d'Ivoire du Sénégal à la côte ouest du Sénégal à la Côte d'Ivoire. C'est une œuvre que vous avez lue. C'est une œuvre que j'ai lue. C'est une de ces grandes œuvres. Elle est grande parce qu'elle présente un espace qui est divers et le travail de Christophe consiste à montrer comment s'est faite la construction de cet espace sans qu'il n'y ait véritablement de conflit. Et dans cet ouvrage, il montre que la Côte d'Ivoire est un espace ouvert qui est en relation avec la côte par le commerce que nous connaissons bien, le commerce maritime,
mais qui est aussi en rapport avec le Nord, avec le Soudan, par tous les axes commerciaux que nous appelons le commerce des caravanes. Et il montre donc la construction de cet espace. Et ça, c'est une œuvre majeure, et cela au moment où cet espace n'est pas encore convoité par l'Occident. Rapidement, alors avec tous les ouvrages écrits par Christophe Wondji, on se rend compte que les historiens ont donc leur place dans la construction de la nation. Rapidement, quelques secondes pour terminer. Exactement, je pense que les historiens ont donc leur place, comme les scientifiques, comme les inventeurs de la nation. Et je pourrais dire que pour comprendre cette place, il faut qu'on se défasse de la définition classique que nous connaissons de l'histoire, à savoir que l'histoire, c'est l'étude des faits passés. On a dépassé ça. L'histoire aujourd'hui est ouverte sur le temps, sur l'espace, sur beaucoup d'autres objets. On a l'histoire du présent, on a l'histoire du passé, on a l'histoire des sciences, on a l'histoire de la médecine, etc., etc. Et tout cela, on peut le mettre au service de la nation. Merci beaucoup. Notamment au service du développement du tourisme de notre pays. Merci beaucoup, Dr Gonet. Merci en tout cas d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. En sport, démarrage ce samedi de la Ligue 1 de football saison 2015-2016. À l'intérieur du pays, l'Azida Bangourou a tenu en échec la SEC Mimosas, le score d'1 but partout à Abidjan. Au stade Robert Champrou, le match Africa Sport d'Abidjan, Sporting Club de Gagnoa n'a pu se tenir. L'équipe de Gagnoa ne s'étant pas présentée sur l'aire de jeu. Rappelons, pour terminer, que la COP21, la 21e conférence sur le climat qui s'ouvre demain à Paris, 150 chefs d'État, dont le président ivoirien Alassane Ouattara prendront part à la conférence. L'accent sera mis sur la lutte contre le réchauffement climatique qui menace la planète. Merci à vous tous de votre aimable attention. À 23h, retrouvez Ami Koulibaly.